sur les enjeux du développement durable par rapport aux marchés publics. Autrement dit, la dimension du développement durable dans les marchés publics au Sénégal. Par la même occasion aussi, voudrais-je remercier le directeur général de l'ARCOP, M. Sahernia, qui m'a autorisé à vous entretenir sur cette problématique. Cela dit, le plan de marche que je vous propose, c'est d'abord aborder avec vous une introduction générale sur la problématique du développement durable et la commande publique, mais aussi procéder à une revue documentaire. Après cette revue documentaire ou de la littérature, je me ferai le plaisir de vous exposer les mesures prescrites par la réglementation sénégalaise pour le développement durable, mais aussi je vous exposerai les mesures opérationnelles qui sont adoptées par le droit, par le législateur, par l'organe de régulation pour une meilleure prise en compte de la dimension du développement durable. Comme le disait Confucius, qui disait que pour que nous n'allions pas en guerre, il serait intéressant qu'on procède à la définition des mots. Et aujourd'hui, on me demande de vous parler des enjeux du développement durable, particulièrement dans les marchés publics. Mais ce qui est fondamental de rappeler, c'est que les marchés publics font partie des contrats de la commande publique. En droit sénégalais, nous distinguons deux catégories de contrats de la commande publique, à savoir les contrats de partenariat privé à paiement public et les contrats de partenariat public à paiement privé, qui sont des formes contractuelles de la commande publique qu'on appelle contrats de partenariat privé. Ces formes contractuelles sont encadrées au Sénégal par la loi 2021-23 du 2 mars 2021 portant sur les relatifs au contrat de partenariat privé et aussi son décret d'application 1443 qui est relatif au contrat de partenariat privé. À côté de cette catégorie contractuelle, en droit sénégalais, nous avons aussi d'autres formes de contrats de la commune qu'on appelle les marchés publics. Les marchés publics, c'est des contrats par lesquels une autorité contractante conclut un contrat avec un opérateur privé pour satisfaire à ses besoins de travaux, fournitures, services ou prestations intellectuelles. Donc, c'est des contrats à titre onéreux. Mais le choix de notre réflexion porte spécifiquement sur la commande, mais plus particulièrement sur les marchés publics et le développement durable. Quant au développement durable, aujourd'hui, c'est une préoccupation mondiale qui se consacre désormais sur l'économie sociale de l'environnement. Et c'est lié aussi de rappeler que depuis la conférence de Stockholm en 1972 jusqu'au sommet mondial sur le développement durable en 2002, la durabilité du développement a été constamment mise en avant. Au Sénégal, il faudrait signaler qu'en faveur du climat, depuis les années 90, avec la ratification, la CIDI, et la mise en place des SNMIO, et la coopération multilatérale, le Sénégal avait déjà donné le signal de sa volonté de prendre en compte les préoccupations de développement durable. Et cette préoccupation est plus pressante dans le contexte actuel, dans le contexte où, en 2023, le recensement de la population sénégalaise a révélé que nous sommes aujourd'hui, machallah, 18 275 millions de Sénégalais. 275 000 Sénégalais. 18 275 000 Sénégalais. Dans cette population sénégalaise, nous avons 50,8% de femmes, mais aussi 75% de jeunes. Vous comprenez aisément donc que la prise en compte du développement durable est devenue vitale pour répondre aux besoins actuels. Maintenant, ce concept de développement durable, c'est celle qui est prescrite par le rapport Brundtland, accepté par le et repris par le Code de l'environnement du Sénégal. Le développement durable consiste à répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures, en équilibrant les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Au Sénégal, il est important de rappeler que la vision de l'État du Sénégal,
c'est de procéder par une gouvernance verte, mais aussi qui se fonde sur le développement socio-économique inclusif et durable d'ici 2035. Donc, nous avons la volonté d'assurer une gouvernance verte qui se fonde sur le développement économique et social inclusif d'ici 2035. Donc, cet objectif est d'intégrer la résilience écologique et climatique pour transformer l'économie. Et cela également conduit à l'émergence de l'économie verte. Donc, le Sénégal est engagé dans cette croisade mondiale pour l'atteinte des objectifs de développement pour l'heure du millénaire pour le développement. Ces objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5 et l'ODD 12, l'ODD 12 porte sur la consommation durable. Le nouveau Code des marchés publics ou le droit de la commande publique sénégalaise s'inscrit parfaitement dans la poursuite de cet objectif de développement durable 12 qui vise à une consommation durable. C'est la raison pour laquelle le législateur sénégalais a déjà, dans un premier temps, depuis 2021, à travers la loi 2021 portant sur les contrats de partenariat et son décret 1443, commencé à démontrer sa application fondamentale de prendre en charge les questions de développement durable. Mais ces aspects ont été plus pressants à travers le nouveau Code des marchés publics, ce qui fera principalement l'objet de nos propos. Nous avons choisi d'aborder cette dimension de développement durable dans les marchés publics parce que, effectivement, le nouveau droit des marchés publics s'est fondamentalement inscrit dans le cadre de la promotion de ce développement durable. Ce nouveau droit, porté par le décret 2022-2295 du 28 décembre 2022, comporte 154 articles avec 9 titres. Et l'une des grandes innovations de ce nouveau texte est la consécration d'une multitude de définitions qui sont relatives au développement durable. Pour rappel, l'article 4.28, comme je l'ai dit tout à l'heure, définit le marché public comme étant un contrat écrit qui répond aux besoins d'une autorité contractante en matière de travaux, fournitures, services. Et effectivement, ces contrats sont des contrats de droit administratif. Et le Code de l'environnement, en son article 2.13, nous définit l'environnement comme étant tous les éléments naturels, artificiels, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent la vie, la transformation et le développement du milieu, mais aussi des organismes vivants et des activités humaines. De plus, l'article 2.8 de ce même Code de l'environnement nous définit clairement le développement durable, comme l'a défini le rapport Brundtland, comme étant un développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, ainsi que l'intégration du développement durable dans le Code des marchés publics devient un enjeu pressant. À la lumière de ces définitions, donc, il nous plaît de se rappeler, de se poser donc la question de savoir, puisque le droit sénégalais considère comme étant développement durable la logique de poursuivre les besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures, comment donc le Code des marchés publics a pris en compte la dimension développement durable? Pour répondre à cette question, nous avons d'abord choisi de faire, on aurait pu faire une analyse quantitative ou qualitative, on aurait pu aussi faire une recherche documentaire. Nous avons préféré de faire une recherche documentaire pour d'abord, dans un premier temps, faire une revue de la littérature, c'est-à-dire interroger la doctrine mondiale, particulièrement africaine, sur la problématique de développement durable. Mais après avoir donné la parole aux différents sachants, nous nous sommes imposé l'exigence de disserter sur les prescriptions du nouveau Code des marchés publics en matière de développement durable. Après avoir disserté sur cette question, nous abordons de manière opérationnelle quelles sont les mesures que l'autorité de régulation de la commande a prises pour prendre en compte les préoccupations de développement durable. Dans le cadre de cette revue de la littérature,
C'est le lieu de saluer l'Association pour la promotion de la commande publique en Afrique, qui particulièrement a eu l'avantage, dans un premier temps, d'organiser un colloque l'année dernière, lequel colloque a permis à la doctrine africaine et mondiale de discuter sur les problématiques de ce développement durable. Et c'est à cette occasion qu'un numéro spécial de ce colloque tenu le 7 mars a été publié. Et dans cette revue africaine du droit des contrats publics, M. John Eric Dika examinait l'évolution du droit des contrats publics en soulignant son passage d'un moyen de satisfaction des besoins administratifs à un outil visant la promotion du développement durable. Lui emboîtant le pas dans la même rencontre, Maître Nicolas Charel se penchait sur la normalisation législative et volontaire pour promouvoir des achats durables en Afrique. Il mettait à l'occasion en évidence les 7 questions essentielles de la norme 20400, notamment la gouvernance de l'organisation, l'impact sur la communauté, l'environnement et les droits humains. Tropicalisant cette proposition de Maître Nicolas Charel, Maître Seynabou Samb du barreau de Bordeaux explorer la place des objectifs de développement durable dans l'architecture communautaire de la commande publique dans l'espace UEMOA. Sur la même piste, le docteur Will Monombong détaillait comment les objectifs de développement durable sont intégrés au Cameroun en mettant l'accent sur les clauses socio-environnementales, mais aussi les défis rencontrés. Jean-Marc Perry-Gall analysait dans la même rencontre scientifique comment le droit français intègre les considérations socio-économiques et environnementales, mais aussi en termes d'obligations dans le droit des marchés publics. Fort de ces éléments, on ne pourrait pas ne pas s'intéresser sur l'existant. Qu'est-ce qui a été fait par le droit sénégalais des marchés publics pour prendre en compte cette vérité du développement durable d'outre-mer? À ce propos, nous avons essayé d'interroger la doctrine nationale. Notamment, le magistrat Moustapha Guité a eu à analyser dans un ouvrage la jurisprudence de la Cour suprême du Sénégal sur la passation des marchés publics. Et dans cet ouvrage, il a mis en évidence les enseignements clés et offre une compréhension pratique des règles de procédure à suivre. Cet outil précieux pour les acteurs de la communauté permettrait de comprendre comment le juge a contrôlé la légalité. Mais dans cet ouvrage, l'un des enseignements essentiels était de constater que jusqu'à la date de cette publication, la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur les problématiques de développement durable, du moins dans son contrôle de la légalité des actes pris dans le cadre de la commande publique. Cependant, cela ne révèle pas tout à fait un marasme total du droit sénégalais sur la question. Dr Mahadiaou nous le précisera plus tard, qui a analysé dans un article publié au Soleil, qui a suivi une autre communication, l'intégration de ces objectifs de développement durable dans le droit sénégalais, en insistant sur la présence dans la Constitution sénégalaise de cet objectif, mais aussi en précisant comment ces préoccupations étaient prises dans le Code des marchés publics. C'est fort de ces éléments que dans le cadre de l'adaptation du droit sénégalais à ces exigences de développement durable, Laurence Fouriot-Lalliot et Cravero ont produit un rapport qui a analysé le cadre juridique sénégalais sur ces problématiques. Et ces auteurs, cette étude qui a été financée par la Banque Afrique de Développement pour réviser le cadre juridique au Sénégal, a facilité leur utilisation dans les dimensions sociales, économiques et environnementales, mais aussi en termes de promotion du développement local, inclusif et responsable. Bien avant cette étude, le rapport MAPS, la Banque mondiale, avait évalué le système des marchés publics. Et parmi les conclusions de ce rapport MAPS, il était révélé, en tout cas, que le Code de 2014 n'avait pas suffisamment pris en compte les exigences de développement durable et avait recommandé qu'on puisse s'inscrire sur les normes internationales de développement durable. C'est pourquoi une autre étude qui a été faite par le cabinet Carapace dirigé par le professeur Abdallah Cissé en 2021 avait
conclut à la prise en compte de la dimension genre dans la commande publique, particulièrement les femmes, comme étant un aspect de promotion du développement durable. D'autres auteurs africains, comme Maître Issa Ndiaye du barreau de Paris, s'étaient intéressés sur les contrats de partenariat public-privé dans le développement des infrastructures. Mais son propos, son ouvrage n'avait pas en tout cas disserté sur les aspects spécifiques de l'achat durable. Bien avant 2015, en 2017, le professeur Adama Issoufou, qui était directeur général de l'ARCOP Niger, avait publié un ouvrage sur les marchés, des marchés publics, études comparatives entre Sénégal et le Niger. Mais dans son ouvrage aussi, il a été exposé les aspects procéduraux des marchés publics, les règles de la dépense publique, le contentieux, mais n'avait pas fortement disserté sur la dimension de l'achat durable. Guédron et Revert en 2000, c'est des auteurs qui ont examiné l'histoire du concept de ce développement durable et son éviction depuis son apparition. Lucie Sauve aussi avait critiqué ce concept de développement durable en notant son caractère pluridisciplinaire et ses différentes problématiques conceptuelles, théoriques et économiques, politiques, éthiques et pédagogiques, mais aussi stratégiques. Serge Latouche, lui emboîtant le pas, avait analysé le concept de développement durable en le qualifiant d'oxymore en raison des contradictions entre protection de l'environnement, croissance économique, mais également à souligner les enjeux de durabilité et de développement. Knigelen, depuis 2012, et ses auteurs avaient examiné comment les marchés publics peuvent être des instruments de développement durable, notamment en prenant en compte les objectifs de développement durable dans la définition des marchés publics spécifiques, spécifications techniques, les critères de qualification, mais aussi les sanctions applicables. Après avoir analysé cette doctrine nationale et internationale, nous avons pu constater beaucoup d'éléments qui allaient aider le Sénégal à circonscrire un nouveau texte pour tenter d'être à la page des exigences de développement durable. Notre second propos sera de vous dire comment ces mesures de développement durable ont été prescrites en droit sénégalais. Dans le cadre de cette législation, il faudrait signaler que les précautions de développement durable ont d'abord été prises en compte dans le cadre des critères de qualification, de passation des candidats, mais aussi dans le cadre de la promotion de l'environnement du code, mais aussi avait prévu des sanctions. Déjà, dans les définitions, on a vu une forte prise en compte de ces précautions de développement durable. Pourquoi? Parce que le nouveau code des marchés publics a consacré pour la première fois en droit sénégalais la notion d'achat public durable. Et par achat public durable, on entend toute forme d'achat qui intègre, qui vise les objectifs de travaux fournis et services, tout en intégrant les précautions de développement durable, notamment la promotion des petites et moyennes entreprises nationales, mais aussi la promotion de l'accès au marché public par les femmes et les jeunes et les personnes handicapées, mais aussi la protection de l'environnement. Mais aussi ce code avait procédé par une définition lumineuse de l'achat public durable responsable, qui est une forme d'achat qui respecte les exigences d'achat tout en respectant la réglementation en vigueur en matière sociale, environnementale, en matière d'éthique et en matière de droit du travail. Toujours aussi, ce nouveau code, parmi les définitions, a précisé qu'est-ce que le circuit court local, qui consiste pour l'opérateur économique, à utiliser la main-d'œuvre locale, mais aussi les services et produits locaux, qui sont plus proches du lieu de la réalisation des travaux ou des prestations. Donc, ce qui promeut un autre élément qui est le contenu local. Le contenu local consiste à utiliser les produits qui sont fabriqués au niveau local. Et lorsqu'on parle local au Sénégal, c'est communautaire, mais aussi qui consiste à utiliser la main-d'œuvre locale et communautaire. Ce texte aussi a défini pour la première fois en droit des marchés publics la responsabilité sociale d'entreprise. La responsabilité sociale d'entreprise consiste pour un opérateur économique qui gagne un marché de prendre en compte les préoccupations sociales
dans le cadre de la mise en œuvre qui constitue une démarche volontaire. Lorsqu'une entreprise aura prouvé que qu'elle gagne des marchés, prenne en compte les préoccupations sociales et environnementales, ça pourrait être des avantages dans le cadre de l'évaluation. Mais aussi, pour la première fois, dans le Code des marchés publics, on a inscrit dans ce marbre le plan de gestion environnementale et sociale. Ce plan de gestion est exigé à la suite d'une étude d'impact environnemental pour certains marchés de travaux d'une certaine envergure par le Code de l'environnement. À tel point qu'aujourd'hui, l'arrêté 94-72 définit les différents points qui doivent figurer sur le rapport d'étude d'impact environnemental, qui est assorti de plans de gestion environnementale. Mais celui qui doit faire même cette étude doit être un expert environnemental agréé par la direction des établissements classés. Et les termes de référence, même pour désigner l'expert et pour faire cette étude, est fixé par l'arrêté 94-71 du 28 novembre 2001, qui fixe comment on doit élaborer les termes de référence pour faire l'étude d'impact environnemental. Toujours dans cette galaxie de promotion de la compétition, donc l'article 4 du Code des marchés publics a défini fortement donc les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les personnes handicapées, les femmes, la dimension environnementale écologique comme étant les éléments qui caractérisent la dimension environnementale. L'achat public responsable implique une conformité par les candidats aux règles imposées par les titulaires en droit sénégalais, notamment en matière d'éthique, mais aussi en droit de travail et en droit social, mais aussi en matière de la protection de l'environnement. En ce qui concerne le contenu circuit cours local, j'avais l'avais écho, ce sont des exigences techniques excusez-moi, c'était les gens qui demandent l'acceptation. Donc, le circuit cours local, c'est des exigences techniques environnementales. Docteur Mbaye, ne t'en occupe pas, hein, je m'en charge. D'accord, Vas-y merci. simplement. Merci beaucoup. C'est des exigences techniques environnementales qui peuvent figurer dans le dossier d'appel à la concurrence afin de promouvoir l'utilisation des produits et de savoir-faire proche du lieu de consommation dans le but de réduire les transports et les impacts nocifs sur l'environnement. Mais aussi, ce code a défini la charte d'éthique et de la commande publique responsable. Cette charte prévoit des engagements à souscrire par le candidat lors du dépôt de son offre, engagement par lequel il reconnaît qu'il devra exécuter le contrat en se conformant à la législation applicable sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle. S'agissant du contenu local, ce sont ces initiatives qui sont prises en vue de promouvoir l'utilisation des biens et services nationaux. Le plan de gestion environnementale, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, dans les définitions, on voit de nouvelles notions qui caractérisent la dimension environnementale qui sont introduites dans ce nouveau code. Le législateur a pris en compte donc ces éléments non seulement dans la définition, mais aussi a pris en compte ces exigences dans les critères de qualification des candidats, mais aussi dans l'explication technique des offres. Donc, désormais, il est exigé des autorités compétentes de prendre en compte dans les marchés publics qu'elles passent ces buts environnementaux. D'abord, dans la définition des besoins, l'autorité compétente doit prendre en compte les objectifs de développement durable à travers les dimensions économiques, sociales et l'environnemental. C'est ce que nous dit l'article 5. Donc, dans le cahier des clauses techniques générales, d'explications techniques fonctionnelles et explications environnementales, sociales et sanitaires et sécuritaires doivent être prescrites dans le dossier d'appel à la candidature. C'est ce que nous impose désormais l'article 12 du Code des marchés publics. Mais aussi, vous savez que les marchés publics, on demande aux candidats, on cherche qui peut le faire et comment tu le fais. Qui peut le faire renvoie aux qualifications techniques du candidat. Comment tu le fais renvoie à la conformité aux exigences techniques de l'appel d'offres. La question du comment tu le fais est imposée par l'article 5 et 12
qui impose qu'on prenne en compte les exigences de développement durable. Mais la question de qui peut le faire, c'est l'article 44 qui nous le rappelle, qui dit que le candidat à un marché doit disposer des capacités juridiques, techniques, financières, mais aussi environnementales requises, mais aussi doit produire les attestations et certificats appropriés dans le dossier d'appel à la concurrence, mais aussi doit signer la charte d'achat public responsable. Au titre des preuves de qualification du candidat, le candidat doit effectivement prouver sa capacité à respecter les exigences environnementales. Donc, en produisant les labels, les écolabels, les agréments, même les certifications en matière environnementale doivent être produites par le candidat. Non seulement le candidat est tenu, donc on le prévoit dans le dossier d'appel d'offres, on le prévoit aussi dans les critères de qualification, ce qui implique que la commission des marchés est tenue de rejeter les offres qui ne respectent pas la réglementation en matière sociale, environnementale, après avoir demandé au candidat d'apporter les pièces justificatives. Donc, si dans l'offre d'un candidat, il n'est pas apporté la preuve du respect des exigences de qualification en matière environnementale et sociale, on peut lui demander d'en apporter l'élément de preuve, sous peine de rejet. Non seulement la commission des marchés donc, est tenue de prendre en compte ces exigences dans l'évaluation, mais aussi la commission des marchés, la cellule de passage des marchés publics est tenue de procéder à contrôler le respect de ces exigences et d'inscrire dans son rapport les entreprises qui ont été défaillantes en matière de respect, en matière environnementale et sociale. Donc, toutes les entreprises qui n'auront pas respecté les obligations sociales et environnementales devront être mises dans le rapport de la cellule de passation des marchés publics. Pourquoi? Parce que ça permettra à l'organe de régulation de pouvoir appliquer les sanctions prévues par l'article 134 pour violation des obligations sociales et environnementales, hygiène, santé et sécurité. Mais aussi, il faudrait signaler que dans le cadre des missions d'audit de conformité que exerce l'organe de régulation, ces revues indépendantes vont désormais intégrer dans leur périmètre les exigences en matière sociale et environnementale. Autrement dit, les autorités contratantes qui n'auront pas respecté dans la conduite de ces procédures ces exigences auront commis des non-conformités qui pourraient être exposées dans le rapport d'audit. Les entreprises aussi qui auront été défaillantes par rapport à ces obligations seront aussi punies. Donc, au titre de ces mesures législatives, il faudrait signaler que dans le cadre de l'évaluation aussi des offres, le nouveau code non seulement a prévu ce qu'on appelle des marchés réservés. 5% aujourd'hui des marchés publics sénégalais sont réservés aux femmes, aux jeunes, aux entreprises, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, aux PME nationales. Mais dans ces 5%, les 2% sont réservés aux femmes. Mieux, dans le cadre de l'évaluation des offres, on a prévu l'application d'une marge de préférence qui peut aller jusqu'à 5% lorsqu'une entreprise accepte d'aller en groupement avec une PME à direction féminine, une start-up ou une entreprise locale. Si vous sous-traitez aussi à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, les entreprises à direction féminine et les PME locales, vous aurez aussi cette marge de préférence de 5%. Mais dans le cadre d'un appel aussi d'offres nationales, on applique aux groupements d'ouvriers, aux coopératives ouvrières, aux PME nationales, une marge de préférence de 15%. De même aussi, ceux qui utilisent les produits et services locaux, jusqu'à concurrence de 30% de leur offre, bénéficient aussi de l'application de cette marge de préférence. Donc voilà de manière sommative comment le droit sénégalais a intégré l'application de développement durable. Ces applications ont transparu dans la définition des termes, ont transparu dans la planification avec 5% des marchés réservés, ont transparu dans la préparation du dossier d'appel d'offres qui doivent faire mention des critères d'explication technique d'appel d'offres, comme l'avaient sollicité les différents experts qui avaient disserté lors du colloque sur la commande publique organisé par l'Association pour la promotion de la commande publique. Mais aussi, ce texte a prévu que dans le cadre de l'évaluation des offres, qu'on applique des marges de préférence pour ceux qui promeuvent le contenu local, ceux qui aussi promeuvent les services et produits orientés durabilité. Mais aussi le dossier d'appel d'offres, comme le code prévoit la possibilité d'appliquer des sanctions
pour le manquement à ces exigences. En plus, le nouveau code a posé un mécanisme de suivi et évaluation à travers les audits, mais aussi à travers les rapports des différents acteurs. À côté de ces mesures prescrites par la réglementation, quelles sont donc les mesures opérationnelles que l'organe de régulation a pris en compte pour rendre effectives ces exigences? Ces mesures ont d'abord porté sur l'actualisation des dossiers types de passage de marché public. Aujourd'hui, les nouveaux dossiers types qui seront utilisés à partir de 2023 seront orientés durabilité. Mais aussi, l'ARCOP a accéléré le processus de professionnalisation des acteurs du système de la commande publique et a mis un focus particulier sur la formation des jeunes, mais aussi sur l'accompagnement des femmes. S'agissant des dossiers types, on a procédé par inscrire des innovations au niveau des institutions de candidats, notamment en ajoutant de nouveaux critères de qualification qui promeuvent la dimension environnementale, sociale et le contenu local, mais aussi en prévoyant l'application de ces marges de préférence qui sont posées par les articles 50 et suivants du Code des marchés publics en matière de regroupement et sous-traitance. On a aussi prévu des innovations sur les clauses techniques qui intègrent les clauses techniques en matière environnementale et sociale. Le nouveau code aussi a prévu la possibilité de prendre des variantes sociales, des variantes environnementales. Et ces éléments feront l'objet de clauses dans le cahier des clauses générales, mais aussi ces dossiers types prévoient aussi des sanctions pour le manquement à ces obligations sociales et environnementales. Le nouveau code aussi a pris en compte une notation de la dimension RSE pour les entreprises qui promeuvent la responsabilité sociale entreprise. Ces entreprises aussi bénéficieront davantage. Mais aussi dans le nouveau dossier type, vous allez voir le modèle d'engagement du respect de la charte éthique et de la commande publique responsable. Mais aussi dans ces nouveaux dossiers d'appel d'offres, les renseignements de la capacité du candidat en matière de savoir-faire, en matière environnementale, sociale, en matière d'hygiène et sécurité, en matière de respect de la dimension genre, le respect des publics mineurs, le développement social, les labels, les certifications, les écolabels, tous ces éléments sont prévus dans ces nouveaux dossiers type d'appel d'offres. Mais aussi, concernant la professionnalisation, l'ARCOP a adopté maintenant ce qu'on appelle la charte de compétences. Cette charte de compétences prévoit 3 métiers, le métier d'inspecteur, le métier contrôleur et le métier d'assistant à passation des marchés publics. Au moment où nous vous parlons, l'ARCOP a bouclé la formation de la première promotion d'assistant en passation des marchés publics. Cette promotion était composée de 200 candidats, dont 148 ont été déclarés admis à l'issue des évaluations. Et dans le cadre d'une convention de partenariat qui est signée avec la direction de l'emploi, les autorités contractantes et les entreprises privées qui acceptent de recruter parmi ces assistants seront effectivement accompagnés dans le cadre de la rémunération par la direction de l'emploi. C'est le lieu de rappeler, il y a certes des entreprises qui ont pris parmi ces assistants, mais aussi le lieu de rappeler à toutes les autorités contractantes, les entreprises privées qui souhaitent des spécialistes qui peuvent les assister dans la préparation sur le dossier d'appel d'offres, de saisir le directeur général de l'ARCOP pour la mise à disposition de ces assistants, parce que déjà, dans la promotion antérieure, il y a certains qui n'ont pas encore été cadrés, mais aussi, bientôt, la seconde promotion va faire ces évaluations, va boucler leur formation et seront dans le marché de l'emploi. Et nous vous promettons des mains expertes qui concourront à améliorer la pratique de la commande publique. Mais aussi, l'ARCOP a un programme focus sur la capacitation des femmes. Parce que l'étude de Carapace qui a été effectuée par le cabinet du professeur Abdallah Sissé avait permis de constater que 1% des marchés publics seulement revenaient aux femmes. Et de ce point de vue, parmi les contraintes, il a été identifié que les femmes étaient non seulement sous-informées sur les marchés publics, les femmes étaient sous-formées, mais aussi les segments, dans les segments de marché dans lesquels les femmes étaient plus à l'aise, il fallait les accompagner. C'est ce qui a conduit à un programme spécial qui a conduit à la formation de 78 agents publics en 2022, 78 agents publics des structures contractantes, 530 femmes entrepreneurs et 72 dans les collectivités territoriales.
Mais aussi ce qui nous a conduit dans le nouveau code des marchés publics, d'abord à prévoir 2% des marchés réservés aux femmes, et que dans la loi PIPI, que 2% d'une marge de préférence soit réservé à ceux qui sous-traitent aux entreprises à direction féminine ou les entreprises qui recrutent plus de 50% de jeunes ou de femmes. Ce qui a conduit aussi à la systématisation dans le nouveau code, la notion de petite, la moyenne entreprise à direction féminine. Ce n'est pas une petite et moyenne entreprise dont la directrice est une femme, mais c'est une entreprise dont l'actionnariat est majoritairement contrôlé par les femmes. Ce sont ces entreprises-là qui bénéficient de certains marchés réservés. Ces marchés doivent être pris en compte dès la planification, ce qui induit que dans ces marchés, on ne doit inviter que ces acteurs de l'économie sociale et solidaire pour les 5%, et dont les 2% sont exclusivement réservés aux entreprises contrôlées par les femmes. Mais aussi, dans le nouveau code, on a encouragé l'allotissement. L'allotissement est devenu obligatoire. Au lieu de lancer un marché de manière unique, on doit allotir les marchés pour faciliter l'accès à ces petites et moyennes entreprises. Ce qui induit que, lorsque l'autorité compétente décide de ne pas recourir à l'allotissement, il est tenu, effectivement, d'en pouvoir démontrer l'impossibilité d'allotir le marché. Mais tout marché allotissable, entre guillemets, l'autorité compétente est tenu d'allotir. Aussi, on a prévu 5% des marchés de préférence pour les groupements avec ces acteurs féminins, 5% qui sont accordés à ceux qui font la sous-traitance aux femmes et aux personnes handicapées, mais aussi ceux qui utilisent des produits et services locaux. Mais aussi, on donne la possibilité à ces entreprises-là, dans le cadre de leur marché, lorsqu'il y a des retards de paiement, qu'elles puissent saisir le comité de règlement des différends de l'ARCOP pour procéder à des sanctions. Et dans ces marchés qui sont réservés à ces acteurs, l'économie sociale et solidaire, il est prévu qu'on n'exige pas certaines pièces de qualification, ni garantie de soumission pour faciliter l'accès à leur marché. Aussi, dans ce cadre, on encourage la promotion de la facturage. La facturage, c'est le fait pour certaines entités comme la caisse des marchés d'accepter de payer en lieu et place de l'autre contratante et de l'entreprise et ensuite de poursuivre l'autre canal pour paiement. Donc, ce qui permettra souvent à tempérer les difficultés de trésorerie qui constituent le goulot d'étranglement souvent des entreprises à direction féminine. Et ces travaux, donc, vraiment ont donné des succès et ont permis de constater, en tout cas, quelques améliorations par rapport à l'accès des femmes à la commande publique. Ce qui a valu à l'ARCOP certaines déclarations de satisfaction, en tout cas, si on entend Mme Tal, Marianne, qui disait qu'elle remercie profondément le système de l'avoir permis de pouvoir gagner les marchés. Il y a beaucoup de témoignages que vous pouvez constater lorsque vous recevez la publication. Mais à côté de ces éléments, l'ARCOP, faisant focus sur la professionnalisation, et en partenariat avec des universités du pays, notamment l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec laquelle elle a monté un master. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où nous avons un master en commande publique. Avec l'Université de l'AED de Thiès, et très prochainement, on va lancer le master en finance locale et en commande publique pour mieux outiller le système de mes experts. Pourquoi? Parce que le nouveau code des marchés publics exige à ce que les acteurs soient des spécialistes en commande publique. Donc, de ce point de vue, donc, la formation en commande publique devient de plus en plus indispensable et encourageante. C'est pourquoi l'ARCOP, ne pouvant tout faire seul, est entré en partenariat avec les universités. Ce qui nous a permis, en tout cas, de former en 2021 3127 personnes avec 77 sessions de formation. C'est sûr que les taux de 2023 dépasseront largement parce que déjà en 2023, on a eu un programme focus sur les PPP avec l'UNAP et la DCMP. On a aussi engagé la seconde promotion de la formation des assistants à partir de la publique sans préjudice des autres séances de vulgarisation de ce nouveau droit orienté à la commande publique durable. Voilà, Monsieur le Président, chers modérateurs, chers auditeurs, quelques propos introductifs que je voudrais exposer en me soumettant à vos questions. Merci beaucoup. Merci, M. Diop. Nous vous remercions pour la clarté et la synthèse de votre intervention. Comme d'habitude, je laisse la parole aux membres du panel s'ils ont des questions.
ou bien des compléments d'information, ou bien des partages d'expérience, nous sommes preneurs. Le micro est ouvert, si quelqu'un veut parler, il parle, il se présente, je note. Après, il pose ses préoccupations. Après, on va répondre les questions à tour de rôle. On prend 3 questions, on répond, après on continue. Bonjour. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Ah, bon. Et présentez-vous d'abord. Moi, c'est Massen Ndiaye. Donc, récemment, j'ai suivi la formation des assistants en passation des marchés. Okay. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Baïsamba, et je suis récipiendaire aussi. Donc, je lui félicite par rapport à l'exposé. Donc, s'il y a une clarté et une précision. Bon, maintenant, j'ai juste raté quelque chose, à savoir les marges de préférence. Parce que quand j'ai venu tout à l'heure, j'ai vu qu'il en a parlé. Maintenant, j'aimerais savoir par rapport à la marge de préférence par rapport au PME. S'il peut revenir là-dessus. Bon, je ne sais pas s'il aura le temps, mais s'il peut faire une petite synthèse par rapport à cette... Ok, M. Ndiaye. Ok, M. Ndiaye, votre question est notée. M. Diop va y revenir. On prend deux autres questions, après il va revenir. J'aimerais poser aussi une question. C'est Seynabou Samb. Je ne sais pas si on m'entend. Madame Samb, oui. Oui, bonjour. Je remercie M. Diop pour son exposé et moi, j'avais une question qui était de savoir, est-ce qu'à ce jour, les acteurs de la commande publique, en particulier les entreprises, s'approprient ces exigences liées au développement durable? Concrètement, est-ce que l'autorité de régulation des marchés publics commence à recevoir des plaintes, donc au niveau contentieux, d'entreprises estimant que qu'une procédure a pu être irrégulière du fait que l'autorité contractante n'ait pas pris en compte ces exigences de développement durable qu'impose le Code des marchés publics. Ok, c'est noté. Je vous remercie. Merci, Madame Sam. Allô? Allô? Oui, allô, oui. Oui, bonjour. Monsieur Tromarius, je suis donc responsable de la commande publique en France. Donc, moi, je travaille en France au niveau de la commande publique. J'aurais une question sur la présentation. Déjà, peut-être pour commencer, je remercie le présentateur qui a fait une brillante, on va dire, présentation sur le thème du développement durable. Alors, moi, ma question elle concerne, si j'ai bien suivi la présentation, l'article 44, où il est dit que au moment de l'analyse de la candidature, l'autorité contractante doit en effet vérifier que l'entreprise répond, on va dire, aux exigences en termes de respect de l'environnement et tout ça. La question est de savoir si les PME qui seront le plus concernées par ces exigences ont eu un temps de préparation à la nouvelle réglementation, parce que je suppose que ces PME n'étaient auparavant pas habituées à avoir ces exigences dans les dossiers d'appel d'offres. Est-ce qu'elles ont eu un temps d'adaptation, un temps de préparation à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions sur le développement durable? Donc ça, c'était ma première question. La seconde question, elle concerne le contrôle de l'exécution des clauses de type environnemental et social. Et si j'ai bien compris aussi, les cellules de passation au niveau du Sénégal avaient en fait l'obligation ou pour mission de contrôler les clauses environnementales prévues dans les différents marchés passés par les autorités contractantes. Donc, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a du personnel formé, on va dire, au développement durable qui ont les compétences, en fait, pour pouvoir assurer le contrôle de l'exécution de ces clauses-là lorsqu'elles sont prévues dans les différents marchés des autorités contractantes. Donc, voici ainsi mes deux questions sur la présentation que je rappelle très brillante du docteur qui a fait la présentation.
Ok, nous vous remercions. Bonjour. Apparemment, il y a certains qui ont ouvert leur micro là, s'il vous plaît. Si vous pouvez les... Bonjour. Si vous pouvez désactiver vos micros. Bonjour, j'aurais une question à poser. Je me présente, c'est Cheikh Ahmadou Bamba Mbakessi, étudiant Monsieur en Si, formation. Oui, Monsieur Si. oui, je suis un des participants de la formation à la deuxième promotion pour l'assistant des régulations en marché public. J'avais une question concernant l'Association sénégalaise de normalisation. Je voudrais savoir quelle est sa participation dans la durabilité qui est stipulée dans le nouveau code des marchés. Quelle est sa participation dans l'application de cette durabilité? Ok, c'est bon. Oui, on peut s'arrêter à ces 4 questions. On retourne la parole à M. Diop en attendant qu'il nous donne des éclaircissements. M. Diop, j'espère que vous avez noté. Oui, M. Ndiaye a j'ai posé noté, une question sur les... Oui. M. Ndiaye a posé une question sur les marges de préférence avec les PME. Effectivement. Merci beaucoup, M. Ndiaye, pour cette question sur les marges de préférence. Je voudrais signaler que effectivement, le nouveau code de marché public a prévu non seulement des marchés réservés pour ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui est de 5% des marchés en valeur, mais mieux, l'article 48 encourage la sous-traitance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit paiement, on sait très bien pour les marchés de grande envergure, ils ne sont pas souvent à leur portée. C'est pourquoi il est prévu dans ce nouveau code des marchés publics que lorsqu'on le titulaire du marché travaux sous-traite à hauteur de 40% du montant du marché à ces petites et moyennes entreprises, a une marge de préférence de 5% qui est cumulable aux autres marges de préférence. De la même manière, elle bénéficie de cette marge lorsqu'elle sous-traite à des startups, mais aussi à des startups à direction féminine. L'autre sous-traitant, la marge de préférence est applicable en cas de groupement. Lorsqu'une entreprise part en groupement avec ces acteurs-là, elle bénéficie également de la marge de préférence pour qu'il y ait aussi toujours de 5%. C'est surtout pour encourager le transfert de compétences, la capitalisation d'expérience à ces acteurs. En ce qui concerne les procédures internationales, là, c'est une marge de préférence de 15% qui est applicable aux entreprises qui utilisent les produits et services, la main-d'œuvre locale. Cette marge de préférence est de 15%. Donc, ça, c'est applicable non seulement aux entreprises de droit sénégalais, mais tous les pays membres de l'UEMOA, parce que, rappelez-vous, la directive de l'UEMOA prévoit ce qu'on appelle, en fait, la réciprocité, le principe de la reconnaissance mutuelle. Donc, lorsque une entreprise sénégalaise bénéficie d'avantages, entendez par là que toutes les entreprises des pays de l'UEMOA ont les mêmes avantages. Cette marge de préférence aussi est applicable à, effectivement, et additionnelle à la marge de préférence qui est spécifique à ceux qui sous-traitent à ces paiements à direction féminine. Par contre, dans le cadre d'un appel d'offres national qui regroupe que les entreprises qui sont immatriculées au Sénégal et dans les pays de l'UEMOA, là, on a prévu une marge de préférence de 5% pour les entreprises dont l'actionnariat est majoritairement détenu par des femmes, des jeunes ou des personnes vivant avec handicap. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la problématique de l'accès des femmes à l'emploi, à la publique, est pressante. Les derniers recensements font état de plus de 18 millions d'habitants, dont 50% sont des femmes, 50,8% et 75% des jeunes. Le phénomène que l'on constate aujourd'hui avec tristesse et relative incapacité de la fuite de nos jeunes qui empruntent les chemins mortels de Nicaragua ou dans les rues de Lampedusa éveille l'exigence de réorienter les politiques publiques pour permettre à nos femmes qui gèrent nos foyers d'avoir des activités génératrices d'économie, mais aussi de permettre aux jeunes de trouver des emplois. Donc, d'où donc la nécessité d'encourager effectivement cette promotion du secteur privé local, encourager leur employabilité, ce qui justifie ces marges de préférence. Donc, en plus, lorsque nous sommes sur l'international, déjà ces acteurs physiques ont des marges de préférence, mais lorsque nous sommes dans un appel d'offres national, elles bénéficient d'une marge de préférence par rapport aux autres acteurs nationaux. Voilà donc la réponse sur la question des marges de préférence. Vous verrez le résumé
Inch'Allah, sur le support PowerPoint que nous ferons le plaisir de partager après cette session. L'autre question est, est-ce que, c'est une dame qui l'a posée, est-ce que aujourd'hui, les cellules sont préparées à appliquer les clauses de durabilité? Et je voudrais dire que les coordinateurs de cellules se sont organisés en réseau. Pas plus tard que 2 semaines, j'animais une session pour ces membres pour ce réseau de spécialistes en partenariat public. Et Inch'Allah Rabbi, la semaine dernière, il y a eu une autre formation qui a été animée par d'autres collègues, la DCMP, et même cette semaine-là, j'aurai à animer d'autres formations sur ça. Donc, l'ARCOP, en tout cas, a déployé sa machine formatrice pour permettre à ces acteurs d'être outillés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, une chose est de vérifier le respect de ces engagements-là dans la passation. Une autre chose est de vérifier l'effectivité dans l'exécution. Parce que si une entreprise s'engage à sous-traiter 40% à une PME, mais on va vérifier est-ce qu'au moment de l'exécution, elle l'a effectivement fait. Et ces éléments-là feront l'objet effectivement de contrôles rigoureux par ceux qui sont chargés de suivre les marchés. Et ces éléments devront faire l'objet de circonscriptions dans les rapports qui seront parvenus. C'est des éléments aussi qui seront audités. Donc, on a démarré le processus, mais on va continuer ce processus. Parce que surtout le combat, en tout cas, c'est d'avoir dans ce système des spécialistes en particulier. Sur les questions aussi de durabilité, ce qu'il faudrait signaler, c'est qu'au moment de la qualification, par exemple, dans certains marchés, on impose le plan de gestion environnementale. Ça, c'est le code de l'environnement qu'il avait prévu dans l'alerte 148. Lorsque vous êtes dans des marchés de travaux de niveau 2, où il y a un fort impact environnemental, vous êtes obligé de faire une étude d'impact environnemental. Et cette étude doit être effectuée selon l'arrêté 94-111 par un expert agréé par l'ADEC, dont les termes de référence sont fixés par cet arrêté. L'arrêté 94-72 du 20 novembre aussi circonscrit quels sont les éléments qui doivent composer l'étude d'impact environnemental. Mais mieux, en plus de ces exigences nationales, lorsque le marché fait l'objet de financement par la Banque mondiale, la BAD ou la BID, de plus en plus, les bailleurs appliquent ce qu'on appelle les principes de l'équateur. Les principes de l'équateur sont au nombre de 10. Et le souci est de produire un rapport d'impact environnemental qui évalue l'ensemble des impacts environnementaux et sociaux du projet, mais aussi d'élaborer un plan de gestion, le plan qui permet de prendre en charge ces préoccupations environnementales et sociales. Et là aussi, effectivement, les éléments de preuve, leurs caractéristiques, heureusement, sont déjà adressés par le droit spécifique de l'environnement. Autre aspect qui est posé par Maurice, est-ce que les PME sont préparés? On a démarré. C'est pourquoi on a fait un programme spécial pour les femmes. On l'avait fait en 2021. En 2022, déjà, on a démarré. On a des programmes spécifiques pour les femmes. On a des programmes spécifiques pour les jeunes. On a aussi des programmes spécifiques pour les organisations patronales. Aujourd'hui, moi et mes collègues et d'autres experts animent beaucoup de sessions à l'endroit de ces cibles spécifiques pour leur permettre de comprendre les avantages qui leur sont accordés par le nouveau code, pour les assister dans la préparation et le montage des dossiers pour qu'ils puissent effectivement capter ces marchés. Et en plus de ça aussi, il y a les dossiers types qui sont très simplifiés, qui favorisent, qui prévoient ces clauses types. Donc, il ne s'agit que d'appliquer et de renseigner. L'association Bambassi, l'association de normalisation, vous savez, les critères de qualification, les critères de conformité sont fixés dans le dossier d'avis sur la base de normes, explications techniques. Ces normes doivent être nationales et internationales. Malheureusement, nous avons cette association, mais à la date d'aujourd'hui, en tout cas, cette association n'a pas en tout cas satisfait à l'exigence de production de normes sur tous les aspects qui sont prévus dans le cadre des marchés. C'est pourquoi, pour la plupart des cas, on utilise des normes qui sont reconnues par les standards internationaux. Mais le jour où cette association-là aura produit des normes qui s'alignent aux exigences de qualité au niveau international, effectivement, seront utilisées pour fixer les critères de qualification. Récemment, cette association a organisé une rencontre à laquelle l'ARCOP a été conviée. Elles ont même mis en place une task force pour réfléchir sur ces normes-là, mais on attend les conclusions pour les implémenter. Voilà les quelques éléments de réponse que je voudrais apporter par rapport à cette première liste de questions. Ok, merci. Merci, M. Diop, pour ces éclairages. Mais apparemment, vous avez omis les questions de Mme Samb.
Quand il pose, les organes de contrôle ont-ils des cas d'expérience, ont-ils des cas d'espèce dans le domaine des préoccupations environnementales, notamment la RMP? Reprenez la question, vous dites, est-ce que? Elle avait posé la question, Mhm. elle avait posé deux questions. Les acteurs s'approprient-ils aux exigences du développement durable? Grosso modo, cette question, vous l'avez répondu. Mais il avait posé une autre question. Les organes de contrôle ont-ils des cas d'expérience dans le domaine du développement durable, dans le domaine des préoccupations environnementales dans les marchés publics? Si je peux reprendre, en fait, est-ce que aujourd'hui, il y a un contentieux, ne serait-ce qu'au niveau de l'ARCOP, de soumissionnaires à des marchés publics ou d'entreprises qui se plaignent du fait que dans certains marchés, les exigences de développement durable ne sont pas respectées. Est-ce qu'il y a un contentieux qui commence à se développer ou pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Nabou-Samb. À la date d'aujourd'hui, en tout cas, on n'a Oui. pas encore connu des contentieux qui soulèvent ces problématiques de développement durable. Par contre, on a vu dans le cadre des contentieux où parmi les éléments querellés, les Oui. aspects liés au respect du droit social. Là aussi, effectivement, il y a des décisions qui sont rendues où, effectivement, il a été soulevé le non-respect du SMIC, du salaire minimum garanti, le non-respect de la législation en matière sociale. Et là, très souvent, l'ARCOP, en tout cas, renvoie au respect du droit social. D'accord. Donc, nous pourrons après partager quelques décisions qui sont rendues en ce sens. Merci beaucoup. OK, merci. Merci pour les éclairages. S'il y a d'autres questions, on fait un tour de rôle. Allô? Vous me recevez? Allô, bonjour. Oui, on vous reçoit, oui. Bien. Donc, moi, je suis Jean Connet, je suis spécialiste en passation des marchés du côté de la Guinée. Je suis membre de l'association, également auditeur en master 2 en passation des marchés et décaissement. Donc, je félicite le présentateur pour la qualité du contenu de la présentation. Ma question, c'était de savoir, quand on parle de la prise en compte des jeunes et de femmes en marché public, est-ce que la jeunesse, c'est par rapport à l'âge de l'entrepreneur ou c'est par rapport à l'âge de vie de l'entreprise? Parce qu'en fait, il y a une confusion. Moi, j'ai un sujet de mémoire qui porte sur l'accès des femmes et des jeunes sur les marchés publics en Guinée. Mais sauf que je rencontre des difficultés parce qu'il y a des jeunes qui pilotent des entreprises qui existent depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de question à se poser sur la compétence ou pas des jeunes. Donc, cette problématique ne revient pas. Donc, je voudrais savoir le cas du Sénégal. Est-ce que l'ARCOP est regardant sur ce côté-là? L'âge, c'est par rapport à la durée de vie de l'entreprise ou c'est par rapport à l'âge même de l'entrepreneur? Et c'est valable également pour les femmes. Merci. OK, merci. Merci. Il y a une autre question? Allô, bonjour. Pardon. Oui, monsieur Pascal, oui. Bonjour, c'est Pascal Akoussa, secrétaire général de l'association. Il y a une question qui est posée dans le chat que je voudrais relayer, si vous voulez bien. Bonjour, docteur. Merci beaucoup pour la présentation. C'est Babaka Gueye, assistant stagiaire à la mairie de Fatick. Concernant les marges de préférence, le fait de favoriser les candidats qui présenteront des produits de nature sénégalaise n'est-il pas un frein à la transparence en se référant aux exigences de l'UEMOA? Je suis à l'écoute. Merci. OK, merci. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, oui. Bonjour, je m'appelle Fatou Kinessal. Ma question va s'orienter plus vers l'auditabilité des marchés publics. Dr Baïsamba a souvent évoqué la préparation des rapports de l'autorité contractante, les rapports trimestriels et les rapports annuels. Je voudrais juste savoir, est-ce que toutes les autorités contractantes respectent les dispositions de l'article 145 du Code des marchés? Okay. Bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour.
Oui, Oui, bonjour. Oui. bonjour. Oui, moi, je Je suis voudrais tout Julie d'abord, Kouvacha. d'accord, je Allô? voudrais tout d'abord remercier docteur pour la pertinence et la clarté de la présentation. Moi, je me présente, je me nomme El Hadj Morsi et je fais partie des bénéficiaires de la formation des assistants en passation des marchés que le docteur vient de souligner tout à l'heure. Alors, ma question est la suivante. Il a parlé de beaucoup de préférences, notamment avec l'appel d'offres international, avec une préférence de 15% pour les produits locaux ou bien en tout cas pour les entreprises communautaires. Il a également parlé d'une marge de préférence pour les PME à direction féminine de 5%. Il a également parlé de préférence pour la sous-traitance à hauteur de 30%. Pour les entreprises qui sous-traitent au moins 30% pour les PME nationales, une préférence de 5%. Je voudrais tout simplement savoir, est-ce que toutes ces préférences-là sont cumulables? Sinon, quelles sont, ou bien en tout cas, lesquelles de ces préférences-là sont cumulables? Je vous remercie. Ok, on peut s'arrêter à ces 4 questions. En attendant, on retourne la parole à M. Diop. Il apporte des éclairages, après on continue les questions. On peut prendre la 5e, hein, comme ça fait 5. Oui, 5e? Si Oui, ça donc, vous ok, donc c'est bon. Bon, ok. Bonsoir à vous. Bonsoir, oui. Oui, je suis Julie Kouvacha, là, administrateur d'appui au contrat à l'unité de suivi des projets d'infrastructure du Gabon. Et je voudrais poser une question. Déjà, féliciter le Dr Baïsamba Diop pour la qualité de la présentation. Ça me fait penser déjà à ses cours parce qu'il a été mon professeur à l'université de Bombay. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de l'écouter et de pouvoir profiter de ses enseignements. Mais je voudrais savoir, parce qu'il a évoqué une question sur le PGS, le plan de gestion environnementale et sociale. Je voudrais savoir, docteur, quelles sont les mesures qui sont prises en compte au Sénégal, par exemple, les mesures prises en compte au Sénégal pour le suivi efficace des activités liées au projet quand il s'agit des projets de zone 2, comme vous l'avez évoqué, par exemple. Au Gabon, par exemple, on a en plus des exigences qui sont fixées par le Code des marchés publics ou par la loi d'orientation sur le développement durable. Et la réglementation gabonaise impose également de mettre en place une cellule d'exécution et de gestion environnementale et sociale pour assurer un suivi efficace des activités liées au projet. Je voudrais savoir au Sénégal, effectivement, quelles sont les dispositions qui sont prises en compte au Sénégal pour l'applicabilité de ce PGES-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, Ok, je merci. voudrais remercier l'ensemble de ceux qui ont posé des questions, en commençant d'abord par Monsieur Pascal, d'accord, qui a soulevé... Monsieur Koné, oui, qui a posé la question par rapport aux critères de définition des jeunes et femmes. En fait, jeunes et femmes, ça ne renvoie pas à l'entreprise, mais à la personne qui contrôle le capital. Une entreprise de jeunes, on estime que ce sont des entreprises qui sont contrôlées actionnaires majoritairement par des jeunes. Et souvent, c'est des personnes qui sont entre 18 et 35 ans. Aujourd'hui, en tout cas, on constate pour la plupart au Sénégal, ces jeunes-là peuvent être dans le domaine de l'ingénierie, peuvent être des startups. Dans le domaine du numérique, vous pouvez voir de brillants jeunes qui sont sortis des écoles de formation et qui décident de créer le startup. Même dans le domaine du juridique, il y a des legal tech qui sont mis en place, des jeunes très brillants qui peuvent offrir les services dans le domaine du numérique et dans d'autres domaines. Même dans le domaine aussi des fournitures de services physiques, on constate qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises artisanales qui sont contrôlées par des jeunes. Ces acteurs-là sont parmi les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On les accompagne effectivement et bénéficient de ces marchés réservés. Mais en plus de ça, la législation de la commande publique, de manière globale, encourage le recrutement de ces personnes et de ces jeunes. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la loi PIPI, on a prévu non seulement d'appliquer une marge préférence de 2% pour les entreprises qui sous-traitent aux entreprises qui recrutent ou qui sont contrôlées par ces jeunes et les femmes. Donc, ici, effectivement, ça renvoie à la personne. On encourage ces acteurs-là à contrôler les marchés, mais aussi, on encourage aussi les entreprises qui acceptent de les recruter pour faire face, effectivement, à l'amélioration de leurs conditions sociales pour l'accès à la commande publique. Donc, ce sont ces deux leviers. Soit on les recrute,
ou bien soit ils contrôlent le capital. Le souci, vraiment, c'est d'améliorer leur bien-être social. D'ailleurs, même récemment, j'animais une session avec une association de femmes où il y avait des femmes qui disaient que oui, moi j'ai une entreprise, mais j'ai départi le capital entre mes fils. Malheureusement, l'essentiel de mes fils sont des garçons. Et du coup, cette entreprise-là n'est pas une entreprise à direction féminine. Dès que l'actionnariat est majoritairement contrôlé par des hommes, ce n'est pas une entreprise à direction féminine. Donc, c'est surtout, on vise vraiment celui qui contrôle le capital. Est-ce que ce n'est pas une entorse par rapport au droit de l'humain, comme le disait Jean-Pascal? Non, non, non. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'en droit sénégalais, on vous dit qu'une préférence est prévue pour une entreprise de droit sénégalais, sachez qu'on raisonne UEMOA, en vérité. Pourquoi? Parce que les entreprises de droit sénégalais sont celles de l'OHADA, en vérité, dans l'absolu. Parce que le critère de l'entreprise, ici, c'est le lieu d'immatriculation. Ce sont les droits de l'entreprise société encadrés par l'OHADA. Par contre, les paiements nationaux, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont contrôlées majoritairement par dont le chiffre d'affaires est à deçà de 2 milliards, mais contrôlé majoritairement par des personnes de nationalité sénégalaise ou communautaire. Donc, ce n'est pas une entorse. Donc, dès lors que les produits sont fabriqués au Sénégal ou dans les pays de l'UEMOA, c'est valable. Maintenant, chaque organisation internationale, même au niveau mondial, les gens, même s'ils ne le disent pas, promeuvent leur marché commun. Nous voulons un marché commun à l'UEMOA, mais aussi nous voulons encourager effectivement l'utilisation de nos produits, l'utilisation de nos services pour permettre quand même de faire des marchés un levier d'amélioration des conditions économiques. Donc, vraiment, c'est une orientation de politique économique qui est assumée par les pouvoirs politiques. Ce n'est pas pour rien que dans la nouvelle loi publique, on a prévu que pour 5% des contrats publics sont réservés que pour les entreprises qui sont immatriculées au moins un an avant le lancement de la procédure et que 50% du personnel est composé de personnes nationales sénégalaises ou de pays membres de l'UEMOA. Donc, dès lors qu'on parle sénégalais, pensez UEMOA. Fatou Kiné Sall, par rapport à l'adaptabilité, je voudrais signaler qu'effectivement, à partir de l'année prochaine, pourquoi? Parce que le Code des marchés a été adopté le 28 décembre 2022 et publié en janvier. Donc, de ce point de vue, on ne pourrait auditer le respect de ces exigences qu'à la fin de l'année 2023, à la fin de la première année de mise en œuvre. Donc, à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'audit sur ces aspects-là. Par contre, à la fin de l'année, nous attendons dans les rapports qui seront transmis par ces cellules des éléments qui concernent ces aspects environnementaux et sociaux. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de ce code, lorsque un acteur viole ces obligations-là, on peut bel et bien élever la contestation devant le comité de règlement des différends. Concernant la question qui est posée par par le collègue juridique Kael, par rapport à la dimension environnementale, ce qu'il faudrait noter en tout cas, c'est que par rapport au code de l'environnement, nous avons identifié deux catégories de travaux. Les travaux qui n'ont pas d'impact décisif sur l'environnement et les travaux qui ont un impact décisif sur l'environnement. À la différence de la Banque mondiale qui a 3 catégories, et c'est qui en suivant les principes de l'équateur. Mais au niveau national, heureusement que le droit de l'environnement est très prolixe sur ces questions-là. Déjà, les experts qui doivent faire l'étude d'impact ne sont pas n'importe qui. Il faudrait forcément que l'expert soit agréé par la direction des établissements classés. Et une fois que cet expert-là donc agréé, les termes de référence pour le recruter sont fixés par arrêté du ministre de l'Environnement. C'est l'arrêté 9471 du 28 novembre 2001 qui dit quels sont les différents éléments qui doivent figurer dans les termes de référence pour le recrutement pour faire cette étude. La seconde chose est qu'une fois que le consultant est recruté, le rapport qu'il doit produire, l'arrêté 9472 fixe les différents points qui doivent composer le rapport. Si ces points-là ne sont pas inscrits dans le rapport sera rejeté, n'aura pas le quitus environnemental. Donc, de ce point de vue, c'est une activité encadrée. Maintenant, le rapport d'étude d'impact est assorti d'un plan de gestion environnementale. Ce plan va circonscrire comment on va prendre à charge ces risques environnementaux qui pourraient se révéler durant le processus de réalisation des travaux. Donc, vraiment, c'est agréé et ce ne sont pas des éléments qui seront faits par n'importe qui, mais ce sont des éléments qui seront réalisés par des sachants, des spécialistes en matière environnementale. Et je signale que dans le cadre de la préparation de cette code, on a eu l'avantage de travailler directement avec quand même les services du ministère de l'Environnement, notamment la direction des établissements classés, et sur la base d'un financement du PNUE, quand même, qui a permis
de former un premier lot d'autorités compétentes. Mais je signale qu'effectivement, ce n'est pas encore suffisant. On doit continuer la formation pour massifier l'accès à ces contenus. En tout cas, au moment où je vous parle, l'ARCOP est en train de préparer des modules de formation qui sont spécifiques sur la dimension environnementale. Merci. Ce que je n'ai pas bien compris, la question de Omar Sy. Est-ce qu'il pourrait revenir? Oui. Apparemment, si j'ai bien compris, Morsi, vous pouvez revenir. Si les marges de préférence. Voilà. Pour les marges de préférence, en principe, sont cumulables, mais il y aura un plafond qui sera fixé dans le dossier d'appel d'offres. Sinon aussi, on ne peut pas, en faveur d'une marge de préférence, finir par quand même donner le marché à quelqu'un qui ne peut pas l'exécuter. Donc, il y a une limite raisonnable qu'il faudra circonscrire dans le dossier d'appel d'offres. Mais les marges de préférence spécifiques aux petites et moyennes entreprises, aux PME à direction féminine, sont cumulables avec les autres marges de préférence, mais sans pour autant dépasser effectivement un certain niveau. Ok, merci. La dernière question, c'est la question de Philippe. De Philippe. Oui, avec Philippe, les PGS, est-ce que quelles sont les mesures, est-ce qu'au Sénégal, des mesures sont prises pour le respect des PGS, pour l'applicabilité des PGS, plan de gestion environnementale et sociale, au même titre que le Gabon? Oui, en fait, en droit sénégalais, c'est des éléments qui sont encadrés par le Code de l'environnement de 2001, avec ses arrêtés d'application. D'abord, le Code de l'environnement vous dit quand est-ce qu'il faut faire l'étude d'impact environnemental. Le Code de l'environnement renvoie un arrêté, et c'est l'arrêté qui fixe la contexture, les éléments du rapport. C'est l'arrêté 94-71 du 28 novembre qui est disponible en ligne, qui vous dit quels sont les éléments qui doivent composer le rapport d'étude d'impact environnemental. Si l'un de ces éléments-là ne figure pas dans le rapport d'impact environnemental, effectivement, le rapport ne sera pas validé par les services du ministère de l'Environnement. Par contre, si l'ensemble des éléments figurent, ça peut faire l'objet d'examen par l'entité qui est compétente pour connaître effectivement les études d'impact environnemental. Heureusement que le système est tellement verrouillé, tellement encadré, que seuls des sachants peuvent le faire. D'ailleurs, pour pouvoir faire une étude d'impact, il faudrait un expert qui est agréé par la direction des agences classés. Si vous lisez l'arrêté 94-72 du 28 novembre, l'arrêté vous précise que dans le cadre de ce rapport d'étude d'impact environnemental, il faudrait d'abord qu'il y ait une page, titre, qui indique le nom, le projet du promoteur et les auteurs de l'étude de l'autorité de tutelle et la structure compétente en matière d'analyse à qui a présenté l'étude ainsi que la date. Donc déjà, sur le premier point, on sait que est-ce que l'acteur est compétent pour le faire. Le second point, c'est de faire un résumé appréciatif ou une note technique des renseignements qui sont fournis et qui comprend les principaux résultats et les recommandations de l'étude environnementale. Le troisième point, c'est la table des matières. Le quatrième point du rapport, c'est la liste des tableaux et des figures en annexe. Le cinquième point, c'est une note d'introduction qui présente les grandes lignes du rapport de l'étude d'impact environnemental. Le sixième point, c'est de faire une description complète du projet, une justification du projet, du site, les objectifs et résultats attendus, la détermination des limites géographiques et de la zone du projet, la méthode, l'installation, les produits et autres moyens qui seront utilisés. Le septième point, c'est de procéder à une analyse de l'état initial, c'est-à-dire l'état zéro du site, et de son environnement. Procéder aussi à faire la collecte des données sur les lots, le sol, la flore, la faune, l'air, les conditions physiochimiques, biologiques, mais aussi socio-économiques et culturelles. Le huitième point, c'est de faire une esquisse du cadre juridique, c'est-à-dire l'ensemble des normes qui sont applicables en matière sociale environnementale. C'est le Code de l'environnement et ses arrêtés d'application. Mais aussi, le neuvième point, c'est de décrire et analyser les variantes du projet en termes de localisation, en termes de disponibilité technologique. Mais aussi, le dixième point consiste à faire une évaluation de l'impact probable, que ce soit positif ou négatif sur l'environnement, et les risques d'accidents technologiques devront être exposés au sixième point. Aussi, ce rapport, effectivement, renvoie à ce qu'on puisse élaborer après un plan de gestion pour pouvoir, effectivement,
prendre en charge l'environnement. D'ailleurs, on vous dit que vous devez élaborer un plan de surveillance et de suivi de l'environnement qui prend en compte les insuffisances en matière de connaissances et les incertitudes qui seront rencontrées. Vraiment, tous ces éléments-là sont prévus et des modèles types existent. Nous vous renvoyons en tout cas sur le site de la Banque mondiale et très souvent les rapports en matière d'études importantes pour des projets d'envergure sont souvent rendus publics dans le cadre de ce système d'open data. Donc, vraiment, c'est un système normé. Et je voudrais signaler que ce n'est pas une nouveauté, mais ce n'est qu'une intégration dans la compte de ces dimensions. Mais c'est des aspects qui étaient toujours applicables parce que ce qui a déjà été consacré par le Code de l'environnement. Mais on les a seulement intégrés dans le Code des marchés publics pour permettre aux acteurs de savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus facultatif, mais c'est obligatoire. Merci beaucoup. Merci, M. Diop, pour les éclairages. Nous sommes à... le webinaire était prévu pour 30 minutes. Bientôt, nous allons atteindre l'heure. On va prendre une dernière vague de questions. Pour aller vite. Monsieur Djité, oui, vous me permettez. Oui, monsieur Djité, oui. Donc, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais d'abord féliciter l'association pour la commande publique qui est en train de faire un travail remarquable dans le sens de la sensibilisation et de la vulgarisation des règles et des procédures qui encadrent la commande publique. Et à sa tête, John Eric qui fait preuve d'une grande générosité et qui cherche à développer des stratégies meilleures pour vulgariser cette science, parce que la commande publique est devenue finalement une science. Donc, le féliciter pour ses efforts et féliciter tous ses collaborateurs. Je voudrais également remercier et féliciter Baye Samba pour la clarté et la profondeur de la réflexion qu'il vient de partager avec nous. Aujourd'hui, la commande publique au Sénégal a pris une tournure assez intéressante dans le sens d'inscrire ces procédures pour les achats publics dans le développement durable de façon générale. Donc, c'est l'occasion pour moi également de féliciter le top management de l'ARMP qui a eu l'heureuse illumination de prendre cette réforme qui, à mon avis, n'a fait que trop tarder. Maintenant, je voudrais juste poser deux questions à Baye Samba. L'une étant inspirée par ces développements, l'autre étant une question théorique sur laquelle j'aimerais bien l'entendre pour voir un peu est-ce que c'est les enjeux théoriques pour cette réforme-là ont été forcément intéressés. La première question, j'ai cru comprendre dans sa communication qu'il est prévu un mécanisme incitatif assez intéressant pour pousser un peu les acteurs de la commande publique et particulièrement les candidats à proposer des offres les plus durables possibles. Et le dispositif juridique prévoit de donner une marge de préférence lorsque l'opérateur a proposé une offre qui présente un caractère durable assez prononcé. Maintenant, la question, elle est là. Si c'était dans le cadre des PPP, le problème ne se poserait pas et on y reviendra. Mais dans le cadre des marchés publics, l'opérateur qui construit son offre, l'opérateur qui propose son offre se réfère à un référentiel constitué de spécifications définies par l'autorité contractante. Un référentiel auquel il doit absolument se conformer. Donc, s'il doit se conformer à ce référentiel, quelle est la marge de manœuvre qui lui est laissée pour pouvoir donner à son offre une contexture qui serait beaucoup plus conforme aux prescriptions de développement durable? Est-ce qu'une marge de liberté lui est offerte? Parce que finalement, si on doit construire une salle de classe, on lui dira, oui, c'est une salle de classe avec un dur, etc. On donne toute l'explication technique de façon précise et de façon prescriptive. Si bien que quelque part, sa marge de manœuvre dans le cadre de la définition de son offre, elle est presque nulle. Donc, comment peut-on espérer qu'il puisse nous présenter une offre qui comporte des développements
inscrit dans la perspective de se conformer aux prescriptions de développement durable, alors qu'il y a des spécifications qui sont là auxquelles il doit absolument se conformer. C'est ça le premier problème. Disons, le premier aspect de la question. Le deuxième aspect maintenant, s'il a pris de la liberté dans la construction de son œuvre pour s'inscrire dans la durabilité, comment cet aspect-là doit être apprécié en termes de conformité, parce que la commission d'appel d'offres a des spécifications qui sont là, à propos desquelles elle apprécie une offre. Si l'opérateur, parce que quelque part on lui a promis une marge de préférence, l'opérateur prend une liberté pour faire des développements qui s'écarteraient peut-être de ces prescriptions qui sont initialement définies par l'autorité compétente, quelque part, est-ce que c'est pour ça que ça ne se posera pas un problème de conformité? Et ensuite, du point de vue du coût, parce qu'on sait que généralement, les solutions durables, généralement, je pèse bien mes mots, je dis généralement, elles sont de plus onéreuses. Donc, si elle prend la liberté d'inscrire son offre dans une perspective durable, le risque est là, il risque d'être plus cher. Et en y réfléchissant de plus près, je me dis, est-ce que, quelque part, en prévoyant cette marge de préférence, est-ce qu'il ne faudrait pas préciser que ceci n'est valable que dans le cadre des procédures où des variantes sont possibles? Et quand on dit des variantes sont possibles, là, on crée une liberté que l'opérateur peut-être pourrait mettre à profit, en tout cas utiliser pour peut-être faire des propositions beaucoup plus durables. Heureusement que dans le cadre des PPP, le problème ne se pose pas. Dans le cadre des PPP, c'est l'opérateur qui fait la conception, qui a une certaine liberté dans la construction de son offre. L'autorité contractante n'ayant proposé aux candidats un programme fonctionnel avec des spécifications ouvertes, donnant aux opérateurs la liberté, etc. Alors ici, ce n'est pas le cas. Donc, j'aimerais bien que Baïsamba peut-être les avertissements sur ces questions-là puisse prendre en charge cette préoccupation que j'ai. L'autre élément maintenant est d'ordre théorique. Aujourd'hui, les pays développés s'inscrivent tous dans une perspective zéro carbone. Et pour donner un exemple, aujourd'hui en France, c'est zéro carbone en 2050. Il ne sera pas question en France d'utiliser les énergies fossiles en 2050. On a lancé de vastes programmes de recherche et d'expérimentation pour aller vers l'hydrogène, permettant de remplacer un peu les énergies fossiles sur le terrain particulier de l'électricité, de l'énergie électrique. Mais aujourd'hui, dans les pays comme les nôtres, on se glorifie d'avoir produit, d'avoir découvert du pétrole, etc. Finalement, le gaz, le pétrole qui sort des énergies fossiles. Donc finalement, on est en train de jeter les jalons et les conditions permettant d'articuler et de construire notre modèle économique sur des énergies fossiles qui ne militent pas forcément en faveur d'un développement durable. Quand on est dans un contexte comme ça, on promeut quelque part les achats durables, et du point de vue macroéconomique, on s'inscrit dans une perspective qui n'est pas forcément durable. Alors, comment vous appréhendez cette problématique? Voilà les deux questions sur lesquelles je voudrais vous interpeller tout en vous remerciant et en saluant tous les efforts que vous faites dans la vie de tous les jours pour faire de la commande publique une question accessible et à la portée de tout le monde. Donc, merci encore à Baïsamba. Merci également à John-Éric. Merci beaucoup. Ok, bon, merci. Bonjour. Allô? Bonjour. 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 Moi, je m'appelle Mansour Gaï. Oui. Donc, je suis et tous les membres de l'association. Je salue Baïsamba, docteur, pour la clarté de son exposé. On aurait dit qu'il est devenu environnemental social. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai eu l'avantage, il y a 2 ans, d'animer le module lié aux achats publics durables pour le compte de l'ARMP, en rapport avec la direction de l'environnement et des établissements classés. Donc, c'était destiné à tous les acteurs
de la commande publique au Sénégal, notamment les formateurs, les membres des cellules, les membres des commissions et d'autres. Et c'était très intéressant. Ce que l'on peut dire, c'est que le développement durable, effectivement, répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Quand on retient cette problématique qui a été développée en 1987 au niveau des Nations Unies, on comprend aisément que le travail qui est fait, c'est pour les générations futures, quand on parle de durabilité. La première question que j'ai posée à Dr Baïsamba, c'est que le Code des marchés publics, effectivement, a été signé, validé en 2022, mais jusqu'à présent, je ne vois pas les dossiers. Je consulte très souvent le site de l'ARCOP, mais je vois que les dossiers types datent de 2017. Et comme vous le savez, il faudrait que le Code des marchés publics, dans ses dimensions environnementales et sociales, soit accompagné d'un support. Et le support, c'est au niveau des dossiers types, parce que même le mode de sélection ne serait pas le même. Et ceci intègre aussi d'autres compétences. Je travaille beaucoup dans les projets qui sont financés par la Banque mondiale, mais quand les dossiers d'appel d'offres sont faits, avant même de les lancer, les experts en sauvegarde environnementale et les experts en sauvegarde sociale mettent leur input pour développer tous les aspects liés aux considérations environnementales et sociales. Il ne faudrait pas aussi penser que les aspects environnementaux qui sont développés, qui doivent être développés dans les marchés publics, se limitent seulement à ce qu'il y a dans le Code de l'environnement, où l'on parle effectivement des études d'impact environnemental et social, ou des PGS. Mais si vous regardez le rapport de présentation même du Code des marchés publics de 2022, on cite d'autres codes. À côté du Code de l'environnement, c'est le Code de l'urbanisme, c'est le Code de la construction, la loi d'orientation sociale sur la promotion des droits des personnes handicapées, la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. Donc, il ne faut pas voir, j'attire l'attention de tout le monde, que le Code des marchés publics du Sénégal renvoie à d'autres codes. Parce que pour prendre en charge dans les constructions, dans les dossiers d'appel d'offres liés aux travaux, la prise en charge des personnes handicapées serait le fait de prévoir des rampes au niveau des marches, parce que même dans tous les bureaux, les handicapés ont des problèmes pour monter les escaliers, même si c'est au premier étage, parce qu'on ne met pas de rampe. Il y a aussi d'autres lois qui sont entrées en vigueur, ou des décrets qui sont entrés en vigueur au Sénégal, mais qui ne sont pas appliqués. Je pense d'abord à la loi sur les plastiques. Il est interdit d'utiliser les emballages en plastique, hein, mais vous voyez ce que ça fait. Ceci est une violation de toutes les considérations environnementales. Il en est de même aussi pour l'utilisation des ampoules à incandescence. L'utilisation de ces ampoules est interdite depuis très longtemps, et il est exigé d'utiliser
des ampoules LED. Mais je suis sûr que dans beaucoup de bureaux au Sénégal, on utilise encore les ampoules à incandescence. Donc voilà un certain nombre de considérations que j'avais à exposer. Et je félicite encore une fois Eric et Baïsamba pour la clarté de l'exposé. Je remercie tout le monde. Voilà, merci. Bonjour. Ok, merci, M. Gaye. Merci, Doyen Gaye. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous me recevez? Et on vous reçoit très bien, oui. D'accord. Bonjour, c'est Abdou Karim Tchoun. Je suis, je fais partie du premier promo de la formation des assistants en passation des marchés. Et je poursuis en même temps aussi un master en éthique, gouvernance et responsabilité sociale et environnementale. Bon, j'avais 3 questions à poser. Mais d'abord, je vais remercier le professeur, le docteur Baïsamba, pour l'exposé. En tout cas, c'était très clair. Et aussi, merci pour les contributions des contributions qui ont été dites ici. Et je m'en vais pour les 3 questions. La première question, c'est en matière de respect des principes de développement durable, est-ce que le nouveau code des marchés publics vise tous les types de marchés? La deuxième question est donc, est-ce que l'étude d'impact environnemental et social est une obligation dans le nouveau code des marchés, surtout s'agissant des marchés de travaux? Et aussi, la troisième question est de savoir si les entreprises qui ont une démarche RSE ou une politique, une démarche de développement durable ou des entreprises qui ont une politique RSE, est-ce que quels avantages ont ces entreprises-là? Quels avantages elles ont ces entreprises-là dans le cadre des passations des marchés et qui peuvent servir de mesures incitatives pour encourager les acteurs à se conformer en matière de développement durable? Ce sont ces 3 questions que je voulais poser et je vous remercie encore, vous féliciter pour la tenue de ce séminaire et pour aussi la clarté de l'exposé. Je vous remercie. Merci. Ok, nous vous remercions, M. Tchoun. On prend une dernière question, après on retourne la parole à M. Diop. Il n'y a pas s'il n'y en a pas, donc on retourne la parole à M. Diop. Je crois qu'il y a une main levée là, de Dr. Mahad. Oui, on vous écoute. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, M. Tchao. Oui, bonjour à tout le monde ici présent. Je remercie M. Baïsamba Diop par rapport à la clarté de l'exposé qu'il a bien voulu nous faire aujourd'hui. Bon, moi, j'aimerais juste... Monsieur Tchao, excusez-nous, hein, s'il vous plaît. Il y avait, pendant que vous aviez pris la parole, il y avait quelqu'un qui parlait. Si ça ne vous dérange pas, vous parlerez juste après lui, s'il vous plaît. Comme ça, il pose sa question. Donc, gardez votre question au frais et puis tout juste après, vous pouvez la reposer. Merci. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour, oui. Bonjour, oui, bonjour. Je me présente. Bon, je m'appelle Pape Mahadiaou, je suis juriste de formation. Bon, je voudrais déjà féliciter les initiateurs de ce webinaire, notamment l'Association pour la promotion de la commande publique, dont le promoteur principalement John-Éric Dika, pour les efforts importants de vulgarisation de la commande publique un peu partout en Afrique. Bon, je rappelle que l'année dernière, effectivement, l'association aussi avait organisé un colloque qui portait de manière globale sur le développement durable. Ensuite, féliciter Baïsamba, que l'on connaît à travers
aussi, donc, de par les formations qui est en train de dérouler un peu partout, hein, pour la vulgarisation de la commande publique. Bon, en tout cas, on a bien suivi la présentation de ce jour qui a été très, très claire. Et je pense qu'il est revenu de long en large sur la réforme du droit des marchés publics, hein, notamment le nouveau code des marchés, voilà, qui, comme on le sait déjà, hein, a été donc qui abroge le code de 2014 et réforme qui a pris en compte effectivement le développement durable dans sa dimension environnementale, sociale et économique. Donc aujourd'hui, on s'en félicite, hein, parce que la dimension développement durable aujourd'hui doit être vulgarisée. Et je pense qu'au Sénégal, depuis 2016, on le sait avec la réforme constitutionnelle, l'environnement, le développement durable et l'environnement de manière globale est devenu un droit fondamental. Et dans tous les secteurs de la vie, on retrouve aujourd'hui la promotion du développement durable. Pas plus que cette semaine, j'étais en atelier de formation sur développement durable et projet minier. Et là, je pense que ce sont les mêmes préoccupations. Et tout à l'heure, quelqu'un l'a dit. Et on le retrouve dans tous les secteurs, urbanisme, économie sociale, solidaire. Et je pense que le droit de la commande ne pouvait pas en rester. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette nécessité de vulgariser, mais tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de commande, que ce soit les autorités contractantes, que ce soit les spécialistes des passations des marchés, que ce soit les organes de contrôle, SMP, ARMP. En tout cas, tous les acteurs sont invités justement à prendre ces préoccupations dans le droit des marchés publics, surtout dans le droit de la commande. Donc aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter, hein, de l'organisation de ce webinaire qui participe justement à la vulgarisation, mais à la connaissance du développement durable à travers les dimensions que je viens de citer et que les gens doivent prendre en compte de plus en plus dans les procédures de préparation, de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics. Alors, la question que je voudrais donc adresser à M. Baye-Samba Diop est la suivante. Alors, par rapport aux startups, nous savons qu'il y a une loi qui promeut les startups. Et je voudrais savoir, est-ce que effectivement, ceux qui s'activent dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des parts qui leur sont réservées? Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est par rapport également aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bon, là aussi, effectivement, s'il y a l'aspect social, hein, qui est également important, et je voudrais savoir également, est-ce qu'il y a des parts qui ne sont réservées dans les marchés? Donc voilà ce que je voulais dire, tout en encore renouvelant mes félicitations et mes encouragements à l'ACPA et de continuer dans cette lancée-là, parce qu'aujourd'hui, le droit des marchés publics, c'est un droit qui est aujourd'hui, qui est en train d'avoir son autonomie et qui est en train de se détacher du droit administratif classique et des autres branches du droit public. Je pense qu'aujourd'hui, donc, il faudra continuer dans ce sillage-là afin que cette discipline, bon, droit de la marché public, commande publique de manière globale, puisse avoir son autonomie, ses théoriciens, ses praticiens, etc. Donc voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Merci. Ok, merci. Monsieur Thiaw? Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Marc Bernard Thiaw. Je suis spécialiste en passation de marché. Et voilà, j'aimerais juste revenir sur le plan de gestion environnementale et sociale. Je suis un SPM dans une structure de la place. C'est un projet financé par la Banque mondiale. C'était un marché de grands travaux où la banque nous exigeait à ce qu'on puisse mettre en place un plan de gestion environnementale et sociale. Effectivement, nous avons pu recruter un consultant qui a bien voulu faire le plan de gestion environnementale et sociale. Nous avons lancé le marché et que nous avions attribué le marché. Nous avions donc respecté toute la procédure comme telle que décrite par M. Baye-Samba Diop, où il y a un ensemble de phasages pour effectivement élaborer un plan de gestion environnementale et sociale. Maintenant, nous sommes à la phase contractuelle
Ma question est de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans le contrat. Est-ce qu'il faudrait mettre le plan de gestion environnementale et sociale qui est mis en œuvre par l'autorité contractante, ou bien il faudrait mettre le PG chantier qui est proposé par l'entrepreneur, ou bien ce sont les pièces administratives relatives à la gestion environnementale et sociale que l'entrepreneur a bien voulu soumettre lors de sa soumission. Donc, c'est un ensemble de questions que l'on se pose parce qu'actuellement, on est à la phase contractuelle où il nous faudrait véritablement avancer et que nous n'avions pas encore finir le contrat. Donc, c'était une occasion pour moi véritablement de voir toute l'importance de cette thématique et de pouvoir poser cette question pour avoir quelques éclaircissements là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Cher modérateur, je peux apporter des éléments de réponse maintenant? Bon. Merci. M. Djité a posé beaucoup de questions, mais moi, je considère que ces questions, c'est des thèmes de réflexion, et des questions d'analyse qui sont, pour moi, ce sont des thèmes qui peuvent intéresser des jeunes étudiants, surtout en mémoire, sur le droit de l'environnement et les marchés publics. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, remercier Moustapha Djité, qui est le coordonnateur du Centre de recherche de la commande publique, pour le travail aussi qu'il abat pour la démocratisation de ce droit de la commande publique, et vraiment pour ce travail de recherche. Et saluer aussi la qualité de ces interventions. En réponse par rapport maintenant aux précautions sur l'explication technique environnementale, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je signale que les projets de dossier type qui seront très bientôt adoptés ont été préparés par le professeur Roland Filio et Charol. Et ce projet-là, effectivement, intègre la dimension environnementale, déjà en prenant en compte les exigences en matière de ressources humaines, logistiques, mais les équipements dédiés à la gestion environnementale sociale, l'élaboration aussi et la mise à jour de documentation qui prend en compte les aspects environnementaux, la mise en œuvre d'un plan de santé et de sécurité, la prise en compte du logement, de l'eau potable, mais aussi le repas et le transport des ouvriers pour respecter les exigences en matière de travail, mais aussi la formation et les frais de gestion de recrutement du local par rapport au personnel, la prise en compte de la protection de la zone adjacente, de la biodiversité, la lutte contre l'érosion, la gestion des effluents, la gestion du trafic. Tous ces éléments-là sont prévus. Maintenant, c'est des aspects que vous allez trouver surtout dans le cadre des marchés de travaux. Et je signale que ce sont des exigences qui, en principe, n'étaient pas prévues dans les anciens dossiers types, mais lorsque le marché fait partie des projets de catégorie 1 qui a un fort impact environnemental, le droit de l'environnement imposait déjà le respect de ces exigences. Donc, ce n'est qu'une prise en compte à bon endroit, mais c'était des aspects qui étaient précisés. Je signale que aussi la dimension développement durable dans la commande publique, ça ne se résume pas à l'environnement. C'est des aspects qui concernent la dimension économique, c'est la promotion des petites et moyennes entreprises nationales, les PME, les startups, les acteurs communautaires solidaires, mais aussi la dimension sociale, c'est-à-dire l'amélioration des conditions, l'accès à la commune des femmes, des jeunes, des personnes vivant en handicap. Et le troisième élément, c'est la dimension environnementale. Les acteurs ont tendance à réduire la dimension développement durable à la dimension environnementale. Et pour la prise en compte de ces aspects-là, on encourage les entreprises à proposer quand même des solutions tendant au recrutement de la main-d'œuvre locale, des jeunes, au recrutement parfois de stagiaires dans le cadre de projets. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui feront des éléments de l'offre qui seront évalués. D'ailleurs même, on a eu un débat parce que l'expert qui nous a accompagnés dans la conception de ces dossiers types avait estimé que on devait aller dans le sens de l'offre économiquement la plus avantageuse. Mais dans les travaux préparatoires du code, les collègues nous ont signalé qu'on ne pouvait pas, à l'état actuel du droit sénégalais, migrer vers l'offre économiquement la plus avantageuse, qui est le critère retenu pour l'évaluation dans le cadre des PIPI. Pourquoi? Parce que malheureusement, en droit de l'UEMOA,
on a prévu d'attribuer le marché à l'offre conforme la moins disante. Mais c'est un mouvement. D'ailleurs, même aujourd'hui, le prix du marché prend en compte le cycle de vie de l'ouvrage et de l'infrastructure. Donc, vraiment, c'est des aspects qui trouveront des éléments de réponse dans les dossiers types. Ça me permet de répondre au doyen Mansour Kougaï, que je remercie beaucoup. Vraiment, il nous a accompagnés, non seulement dans la phase préparatoire, grâce à notre accompagnement avec la direction des établissements classés, dont il était l'expert, qui nous a aussi accompagnés à former les premières catégories d'acteurs dans la phase pilote sur les dossiers types d'appel d'offres. Et je lui signale qu'effectivement, les dossiers types sont presque bouclés. Il ne reste que quelques éléments dont nous attendons les dernières observations de la direction centrale des marchés publics sur les dossiers types de marchés publics. Et Inch'Allah Rabbi, on envisage de permettre les assets de pouvoir les utiliser plus tard en début 2023. Et effectivement, nous allons massifier la formation sur ces dossiers types-là qui prennent en compte la dimension sociale, environnementale et sociale. Ça ne préjudicie en rien la pertinence des questions théoriques qui sont soulevées par Moustapha, effectivement sur la question des variantes, sur la question de zéro carbone, sur les mutations qui sont observées. Et je pense que, comme l'a dit notre ami Omar Ba, ça soulève des questions théoriques. J'espère que nos jeunes collègues doctorants qui sont dans cette fora pourraient trouver sur ces réflexions des aspects à approfondir dans le cadre des thèses, mais aussi dans le cadre des masters. Merci Moustapha. Je joins à ces remerciements M. Abdoukan Diaw, mais aussi surtout sur la question sur le plan environnemental et social. Vous savez, les projets qui sont financés par la Banque mondiale, vous savez, en droit positif sénégalais, lorsqu'un projet est financé par la Banque mondiale, en principe, si vous utilisez le dossier du bailleur, ce sont les règles de la banque qui s'appliquent, en vertu de l'article 3 du Code des marchés publics qui prévoit que lorsqu'il y a une contrariété entre le droit national et le droit prévu par la Convention de financement ou la Convention internationale, ce sont ces éléments-là de la Convention qui s'appliquent. Donc, ce sont les procédures de la Banque mondiale qui s'appliquent. Et très souvent, la Banque mondiale, effectivement, renvoie à l'obligation de respecter les principes de l'équateur. Heureusement que les éléments exigés par la direction de l'environnement pour le rapport d'étude environnementale prend en charge presque essentiel des 10 points du principe de l'équateur. Parce que dans le cadre de ces principes, maintenant, est-ce que ça doit être contractuel? De mon point de vue, oui, parce que le marché public, le dossier est un contrat d'adhésion. Étant donc un contrat d'adhésion, il est indispensable que, en fait, l'entreprise qui a gagné le marché, qui a souscrit aux différentes prescriptions du dossier d'appel d'offres, puisse quand même accepter, une fois que le marché est gagné, de respecter les clauses du dossier d'appel d'offres. Et dans le cadre du dossier d'appel d'offres, effectivement, lorsqu'il est prévu un plan de gestion environnementale et sociale, ce plan, sa mise en œuvre est multi-acteur. Chaque acteur a des responsabilités dans la mise en œuvre de ce plan. Si dans la mise en œuvre de ce plan de gestion environnementale, il y a des responsabilités, il y a des diligences qui doivent être mises en place par l'entreprise, l'entreprise est tenue de le mettre en place. Et pour cela, donc, ce plan-là sera en annexe par rapport à ce contrat et sera un élément intégrant du contrat. Et surtout pour les procédures de la Banque mondiale où vous êtes tenu de respecter les principes de l'équateur. Et les principes de l'équateur, vous êtes tenu d'abord non seulement d'identifier les normes qui sont applicables, vous êtes tenu d'identifier les parties prenantes, mais aussi les personnes qui seront impactées dans le cadre de ce projet, mais aussi un aspect qui est très décisif. Vous êtes tenu de mettre en place en tant qu'entreprise qui doit réaliser un système de gestion des plaintes. On est même allé jusqu'à exiger d'avoir un auditeur indépendant qui vérifie le contrôle. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont prévus par les principes de l'opérateur qui vous sont opposables. Donc, de ce point de vue, le marché public est un contrat d'adhésion. Le candidat est engagé par l'ensemble des éléments de son offre. C'est parce qu'il a proposé ces éléments qu'on lui a attribué le marché. Le plan de gestion environnementale et sociale qui doit être exécuté, les aspects qui l'encombrent, lui aussi sont opposables. Donc, tous ces éléments-là seront effectivement des analyses du contrat et que dans sa mise en œuvre, les parties qui sont de sa responsabilité, l'entreprise est tenue de les exécuter et ne pas les exécuter serait effectivement une entorse aux clauses contractuelles. Ça me permet d'apporter la question du collègue Dr Mahadiao, qui tout aussi fait un brillant travail dans le cadre de la promotion du droit de la commande publique, à côté de Moustapha et les autres experts du centre.
Les startups, effectivement, depuis 2020, il y a une loi qui a été adoptée pour la promotion des startups. Et il a été même prévu de mettre en place, en fait, une commission de labellisation des startups. Mais à la date d'aujourd'hui, à ma connaissance, je n'ai pas pris connaissance de l'existence de cette commission-là. Et ça pose un problème pour permettre à ces startups d'accéder à ces avantages qui sont prévus par la loi. J'en profite pour répondre que si vous souscrivez à une startup, il aura une marge de présence de 5%. Mais cependant, on a prévu que dans l'objectif, quand même, le cumul des ventes ne peut pas dépasser 15%. L'autre aspect aussi, pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ces acteurs-là doivent bénéficier d'un agrément qui est délivré par le ministère de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, la loi sur l'économie sociale a prévu un agrément. Et l'essentiel de ces acteurs font partie des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a de cela 2 semaines, l'ARCOP a organisé une rencontre avec les femmes pour vulgariser ce texte-là. Le directeur de la stratégie au niveau du ministère de l'économie sociale et solidaire, Dr Mohamed Diop, était présent et avait rappelé la procédure. Donc, si vous avez des acteurs du secteur privé que vous conseillez, veuillez les signaler qu'ils sont tenus de se rapprocher du ministère de l'économie sociale et solidaire pour obtenir l'agrément. Parce que pour établir que vous appartenez à ce cas, il faudrait avoir cet agrément-là. Et c'est pourquoi, effectivement, je salue avec le plus grand respect et la plus grande considération l'association des professionnels pour la promotion du droit de la commande publique pour cet effort qui nous donne l'opportunité de discuter avec les acteurs sur les nouveautés de ce droit de la commande publique, mais aussi saluer l'ensemble des acteurs nationaux, les universités qui ont monté des masters dans la commande publique. Je pense à Gaston Berger de Saint-Louis, à Bambey, à l'UCAT, toutes ces universités, mais aussi je pense surtout au centre de la commande publique dirigé, coordonné par mon ami et magistrat Moustapha Djité et l'ensemble des experts quand même qui concourent à vulgariser parce que le chemin est encore long et on ne pourrait gagner ce verdissement du droit de la commande publique que si seulement si tout le monde s'y implique. Donc vraiment, ce sont les quelques éléments de réponse que j'avais sur ces questions qui sont posées, surtout par les derniers collègues qui ont intervenu, qui sont tous plus d'experts sur ces questions-là. Et j'en profite vraiment pour remercier le doyen Mansour Gaye pour son accompagnement constant pour la vulgarisation de ce droit. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci beaucoup pour la clarté de l'exposé et pour la clarté des réponses. Comme vous le savez, en principe, le webinaire était prévu pour 1h30 minutes, bientôt 2 heures de temps. Je pense qu'on va dire le mot de la fin. Inch'Allah, on va utiliser d'autres thèmes de réflexion pour la promotion de la commande publique en Afrique. Eric, vous avez la parole. Merci, Oumar. Merci au docteur. Très bien, merci Oumar. Merci au docteur Baïsamba Diop et merci infiniment pour sa générosité, sa disponibilité. On l'a un peu privé de son week-end et de son repos. Mais bon, on s'en excuse. Vraiment, on s'en excuse, docteur Mbaye. Mais vraiment, merci encore pour la générosité intellectuelle, la disponibilité. Merci à tous qui ont été là. Et merci aux membres du centre, le coordinateur d'IT, Dr Baka Diao. Merci aux membres de l'association présents, le secrétaire général, Marius Stro qui était là, qui ont réagi, Jean Conné, Judicaël Kouvassa. Vraiment, merci à tous. Merci encore d'avoir honoré de votre présence ce nouveau webinaire, en fait, qui, à mon sens, semblait assez utile parce que je crois depuis le 28 décembre 2022, on n'avait pas eu l'opportunité d'aller en profondeur sur les dispositions du nouveau code des marchés publics au Sénégal. Et vraiment, c'était vraiment la meilleure opportunité pour nous. Et pour tous ceux qui ont demandé le document, ne vous inquiétez pas, hein, la communication paraîtra dans le numéro 4 de notre revue, qui est en préparation, qui paraît normalement ce mois de novembre, entre novembre ou décembre. Donc, elle sera publiée. Restez juste connectés sur nos pages LinkedIn, YouTube, Facebook et autres. Et nous ferons le partage de ce document-là. Et puis, vous verrez la communication du docteur Mbaye. Dans ce numéro-là, que dire encore? Vraiment, merci encore à toi, Marc.
Merci encore pour ta modération. Et on se dit à très bientôt pour un autre webinaire. Merci pour cette forte mobilisation et que Dieu vous bénisse. Passez une agréable fin de soirée et un bon week-end. Allez, à très bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci bien. Merci beaucoup, professeur. Merci, chers collègues. Merci à vous tous.